Formidable. Vous m'entendez bien, ça va? Bon, bonjour, merci d'être là pour cette présentation qui s'appelle « Mettre le vide fertile au service des créateurs ». Alors, le vide fertile, c'est au départ un concept d'analyse qui a été beaucoup développé par les théoriciens, notamment quelqu'un comme Vincent Baker, donc, qui est l'auteur de Dogs in the Vineyard, Apocalypse World, plein d'autres jeux. Frédéric Sintès, qui malheureusement n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais a beaucoup abordé également ce concept. Et c'est à la fois un concept, mais aussi un outil pour créer des jeux qui est extrêmement puissant. Je vais essayer de vous le montrer. Très sincèrement, je crois que c'est un des outils les plus puissants qui amène des jeux qui sont extrêmement intenses, qui sont extrêmement intéressants, prenants, qui existent aujourd'hui. Et donc, le but de cette présentation, c'est un peu de, passer à une approche un peu plus concrète. C'est-à-dire comment nous, comme créateurs, on peut utiliser le vide fertile. Et quand je dis nous, créateurs, c'est pas seulement auteur de jeux de rôle, c'est aussi, si je suis MJ, je travaille un scénario, comment je peux y arriver, qu'est-ce que ça peut m'apporter comme concept, comme outil, si vous voulez. Voilà, donc juste rapidement pour me présenter, donc, je suis auteur de jeux de rôle, j'ai publié 2 jeux, l'un qui s'appelle Monostatos, qui est de la fantasy héroïque libertaire, on va dire ça comme ça, un autre sur la cuisine qui s'appelle La Saveur du Ciel, il y en a un 3e qui devrait arriver cette année, on croise les doigts. Je participe au podcast La Cellule, je suis cofondateur des Ateliers Imaginaires, qui est un forum dans lequel on réunit des auteurs indépendants. En dehors du jeu de rôle, je termine une thèse en MRH, donc si ça vous branche, je peux vous en parler, mais comme je suis en train de la terminer, j'ai un peu tout le temps dans la tête en ce moment. Et si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, je réponds toujours très volontiers aux mails. Voilà, écrivez-moi. Donc, dans un premier temps, je vais un peu commencer par la fin. Je veux dire, qu'est-ce que ça nous apporte, le vide fertile? C'est une manière de dire, ben voilà, pourquoi vous devez être assis ici pour m'écouter. En quoi c'est intéressant. Ensuite, je vais essayer d'explorer un peu le concept pour qu'il soit clair. Et puis, je vais terminer par ce qui est justement la raison d'être de cette présentation, c'est-à-dire comment je fais pour y arriver. Donc, le vide fertile, qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, c'est une approche un peu, phénoménologique. C'est-à-dire, quand je suis à l'intérieur d'un jeu dans lequel il y a du vide fertile, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que j'éprouve? Une autre manière de dire la même chose, c'est qu'est-ce que ça m'apporte comme joueur ou comme participant d'une partie d'un jeu dans lequel il y a beaucoup de vide fertile. Et donc, voilà, c'est un peu une manière d'approcher ça, mais sans tout de suite décrire ce que c'est exactement. Donc, on va faire rapide. Le vide fertile, c'est une propriété d'un jeu. Ça crée quelque chose pour un système de jeu. Le premier apport d'un vide fertile, c'est de jouer sans effort. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un jeu dans lequel il y a beaucoup de vide fertile, vous avez en permanence une motivation à créer. Vous êtes en permanence tiré en avant par la fiction. Je dis bien par la fiction. C'est-à-dire que ce n'est pas les règles qui vous disent tiens, va faire ça, va jouer à truc. Pour prendre un peu d'avance sur l'exemple que je donnerai tout à l'heure, si vous êtes dans le fin fond du Far West, que vous êtes un juge itinérant et que vous arrivez dans un village, on vous dit dans le village il y a une femme qui a commis l'adultère avec un homme, et le mari de cette femme a tué cet homme. Donc vous avez 2 choses à juger, d'accord? Vous avez un adultère et un meurtre. Donc vous êtes dans une société traditionnelle, donc l'adultère c'est mal. Voilà. Et en plus, on vous dit, mais en fait, le couple, donc l'homme, le meurtrier et la femme adultère, c'est des parents. Vous voyez que là, vous avez une motivation interne à agir. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais vous allez faire quelque chose. D'accord? Parce que
Justement, ça vous tire en avant. Et donc, voilà, un bon vide fertile, ça amène une dynamique sociale dans laquelle on crée sans avoir à prendre de recul, sans avoir à s'arrêter à penser au jeu. Vous voyez, on est entièrement dans l'histoire. Par ailleurs, ce qui est formidable dans le vide fertile et qui vraiment en fait, si vous voulez, pourquoi j'ai choisi ce sujet-là à présenter aujourd'hui, parce que vraiment j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de plus important à l'heure actuelle en termes de création de jeux, c'est d'avoir une dynamique sociale émergente. Une dynamique sociale émergente, c'est quoi? C'est un truc qui n'est pas exactement, comment dire, voulu, dit par le jeu, mais où à force de créer, on y arrive tout doucement. C'est un peu comme si les règles tournaient toujours autour d'une même question et amenaient en avant cette question. Là où c'est vraiment formidable, c'est que ça permet de faire émerger des thèmes, un propos, des questionnements qui sont qu'on veut mettre, nous, comme auteurs. À nouveau, quand je dis auteur, c'est... pardon, comme créateur. Quand je dis créateur, c'est à la fois auteur des jeux de rôle, mais toutes les autres formes aussi qui peuvent exister. Donc de faire émerger des thèmes, mais sans avoir à les imposer. C'est-à-dire que c'est les participants qui les concrétisent, qui concrétisent ces thèmes, et à cause de ça, justement, on n'enferme pas les participants. Ils vont eux-mêmes être invités, mais pas imposés, à aller explorer ces thèmes-là. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que ça permet de proposer, de dire, ben, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher aller chercher des choses qu'on n'avait pas prévues, mais on y va de manière safe, vous voyez. Et à tout moment, on peut dire, ah ben non, merci, ça va pour moi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve formidable, parce que justement, ça permet d'explorer de nouveaux territoires. Donc voilà, le vide fertile, jouer sans effort, et puis cette dynamique sociale émergente qui permet d'aller vraiment très loin, de se dépasser d'une certaine manière. Donc, le vide fertile, c'est beau, c'est bien, c'est quoi? C'est avant tout une caractéristique du système. Quand je dis système, attention, c'est au sens de The Forge. C'est-à-dire, le système, c'est pas seulement la mécanique de résolution, c'est l'univers, c'est l'identité des personnages. L'univers et l'identité des personnages, ça crée des situations. Il y a ce qu'on appelle un système de résolution qui permet de faire avancer la fiction, c'est-à-dire de décider qui dit quoi, avec éventuellement là-dedans les mécaniques de résolution. Et tout ça, ça baigne dans un truc un peu flou qu'on appelle la couleur, le ton, si vous voulez, de l'univers. Donc, le vide fertile, c'est une caractéristique du système. Okay, c'est la forme du système, si vous voulez. Et cette forme, c'est le fait que chaque règle pointe vers une autre. Okay, chaque règle vous amène vers une autre. Je vous donnerai un exemple après qui sera sans doute un peu plus clair, mais pour faire rapide, si je tue des monstres, je gagne de l'XP et je gagne des trésors, des armes qui me permettent d'être plus fort, donc je peux tuer d'autres monstres. Donc je peux gagner d'autres trésors et plus d'XP. D'accord? Ça, c'est des règles qui pointent vers des règles. Ce qui est intéressant, c'est que, comme on est en jeu de rôle, les règles sont entremêlées à la fiction. D'accord? C'est la fiction qui pointe vers la fiction. Et donc, qui incite en permanence à aller de l'avant. Il y a en permanence des motivations internes à la fiction pour continuer à créer. Et au milieu de ce machin-là, se crée ce qui est vraiment important. D'accord? C'est-à-dire, c'est là que apparaît ce qui est vraiment ce qui nous intéresse. Vous remarquerez qu'à aucun moment les règles ne pointent directement vers le centre. À aucun moment les règles ne disent « fais ça ». C'est juste qu'on est toujours en train de tourner autour du même thème. Donc ce thème est amené, si vous voulez, de manière émergente et très intéressante. Et à nouveau, on joue sans avoir besoin de prendre de recul par rapport à la fiction. On est toujours aspiré en avant. Alors, donc mon exemple, c'est
Dogs in the Vineyard de Vincent Baker. Pourquoi Vincent Baker? Parce que, déjà, lui en a parlé, l'exemple qu'il prend pour parler de vide fertile, c'est Dogs in the Vineyard. Soyons clairs, c'est aussi parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est très intéressant, et que je connais depuis longtemps, donc j'ai l'impression de parler d'expérience, si vous voulez. Et parce qu'en plus, c'est un jeu dans lequel, de fait, on constate qu'il y a un vide fertile qui est très intéressant. Alors, ce jeu a une amorce, donc à ce qu'on appelle des amorces, enfin oui, on va appeler ça des amorces. Les amorces, c'est ce qui permet de mettre en place, si vous voulez, le vide fertile, et qui sont plus ou moins des éléments du système. Il y a un univers qui est l'univers au début du Far West, au début du 19e siècle. Donc pas de train, pas d'électricité, quand on tire avec un pistolet, c'est pas les revolvers d'après la guerre de sécession, c'est des gros trucs qui font des trous dans des bisons. Enfin bon, c'est un autre Far West que celui auquel on est habitué. Ça se passe dans des communautés plus ou moins mormones, mais enfin c'est un peu comme, je sais pas, Rokugan c'est plus ou moins, L5K c'est plus ou moins le Japon médiéval, quoi. Enfin, vous voyez, cette espèce de... Donc, c'est dans une société traditionnelle, avec des gens très religieux, qui ont une certaine conception de Dieu, etc., etc. Et comme je disais, comme je le laissais entendre tout à l'heure, il y a des choses comme l'adultère c'est mal, l'homosexualité on n'en parle pas, etc., etc. C'est un petit peu plus fin que ça. Hein. Mais enfin, ça c'est les bases. Le rôle des personnages, vous jouez de jeunes prêtres qui vont de village en village. En temps normal, vous devriez distribuer du courrier, faire des bisous aux bébés et puis marier les gens. Dans la réalité, le MJ a créé un village avec tout un tas de problèmes. Ces problèmes, donc, c'est des péchés par rapport à la loi. Et comme vous êtes prêtre et qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus de la vôtre, ben, c'est à vous de juger. Donc ça, c'est l'amorce. Ça commence comme ça. Donc, maintenant, alors, à quoi elle ressemble, cette boucle fictionnelle? Vous savez, l'espèce de tourbillon. Donc, ça commence par des problèmes. Voilà. L'exemple que je prenais tout à l'heure. Machin a trompé son mari avec Truc. Le mari de Machin a tué Truc. Qu'est-ce qu'on fait? Et en général, des problèmes, il y en a un peu plus que ça. Hein. Il y a aussi Bildu, le vol du blé, et puis à l'autre extrême, il y a Machin faire de la sorcellerie et sacrifie des êtres humains. Tout est possible. On arrive, ça amène à des enjeux, c'est-à-dire que vous, comme vos personnages, vont vouloir des choses pour cette fiction. Voilà, si mes parents sont une affaire de meurtre, ben, j'ai peut-être envie de les ménager, peut-être qu'au contraire j'ai envie de leur montrer que c'est moi le plus fort, que maintenant j'ai grandi et que je suis un adulte. Ces enjeux, ça va mener vers des conflits. Donc les conflits, c'est, l'avantage de ces villages, c'est qu'il y a tout le temps quelqu'un de pas d'accord. C'est vachement important qu'il y ait tout le temps quelqu'un de pas d'accord. Et donc ces conflits, c'est, on va par la parole, et puis quand la parole ne marche plus, on peut escalader vers un peu plus de violence. Et un peu plus de violence au début, ça peut être simplement, je mets mes poings sur les hanches, je dis bon, et j'élève la voix, puis après je peux passer au poing, puis après je peux passer à l'arme blanche, et puis on peut finir par se tirer dessus. On peut aussi commencer tout de suite par se tirer dessus, c'est possible. Mais donc, voilà, il y a cette espèce de... Donc, vous voyez comment ça avance, c'est-à-dire, j'essaie d'obtenir quelque chose, et puis, peu à peu, ça amène de la violence. Le conflit se résout d'une manière ou d'une autre. Parfois, souvent, il y a quelqu'un qu'on dit se couche, c'est-à-dire il abandonne le conflit, il dit « Oh, c'est bon, merci, j'ai pas envie qu'on se tire dessus pour ces histoires-là. » Ces retombées, ça peut être des blessures, ça peut être des enjeux psychologiques, etc. etc. Toujours est-il que ça boucle ici, puisque ces retombées créent elles-mêmes des problèmes. S'il y a quelqu'un qui pisse le sang, qui est en train de mourir par terre, que vous êtes obligé de le sauver à pleine vitesse parce que votre copain l'a buté parce qu'il l'a regardé de travers, ça m'est arrivé, j'ai eu des parties de Dogs comme ça, et ça va créer quelque chose, vous voyez, il y a à nouveau des problèmes, donc des enjeux, donc du conflit, et puis on continue. Un autre exemple, c'est mon frère est un voleur, il a volé du grain parce que il y a toujours une bonne raison.
C'est ça ce qui est intéressant, s'il y a toujours une bonne raison. Si je juge trop durement, si je juge mon frère selon la loi, je ne sais pas ce qu'est la loi, mais je le juge selon la loi, il y a la famille qui va venir et dire non mais attends, tu plaisantes, c'est ton frangin, fais un effort. Inversement, si je dis bon, bah, c'est mon frangin, allez, je suis sympa, etc. Et les gens du village, la personne à qui on a volé du blé, qui va dire hey, tu l'as laissé partir parce que c'est ton frangin, c'est pas normal. Et on continue comme ça. Donc si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que le conflit appelle le conflit. Okay, c'est ça la boucle fictionnelle de Dogs. Il peut y avoir plein d'autres types de boucles fictionnelles, mais ça c'est celle de Dogs. Et il y a toujours une bonne raison fictionnelle d'agir. Okay, quand je dis fictionnel, c'est un mot un peu bizarre, particulier ici, parce que, vous voyez, j'ai mis des flèches, là c'est très clair, là c'est très sombre. Pourquoi? Parce que quand c'est très sombre, on est proche de la... Enfin, ça n'a pas de connotation, hein, mais on est proche des mécaniques de résolution. Okay, le conflit et l'escalade, on est très proche des... On est vraiment dans la mécanique de résolution avec les dés, on lance les dés, etc. Le problème, c'est quelque chose de fictionnel, si vous voulez. Mais, à nouveau, ça c'est motivé par la fiction et c'est entremêlé à la fiction. Puis l'enjeu et les retombées, c'est un peu entre les deux. Et donc, au centre, la dynamique sociale émergente, c'est la création de dilemmes. Okay, la création de dilemmes et, par ailleurs, d'arriver à se définir soi-même comme personnage. C'est-à-dire, moi je suis un jeune prêtre, qu'est-ce que je veux pour moi-même et pour qui je suis? Est-ce que je suis un fanatique? Est-ce que je suis quelqu'un qui fait appel à la violence, pas à la violence? Et c'est pas quelque chose qu'on peut déterminer, c'est quelque chose uniquement qu'on peut voir face au problème et en le jouant. Et donc, on s'interroge sur ces valeurs, on se construit, c'est pour ça que c'est important que les prêtres soient jeunes, et par ailleurs ça se fait de partie en partie. C'est un jeu qui est plutôt fait pour être joué sur 3 à 5 parties, puis d'une partie à l'autre, le MJ va créer un nouveau village dans lequel il va interroger. Ah, t'as été pendant tout le précédent village complètement non violent, ben, on va voir si je ne peux pas te convaincre du contraire, vous voyez. Donc là aussi, il y a une espèce de double boucle fictionnelle. Il y a une boucle durant la partie et de partie en partie. Rapidement, juste qu'est-ce que le vide fertile n'est pas? Parce que malheureusement le terme est un peu... Enfin bon, le terme est ce qu'il est. Je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion. Donc le vide fertile n'est pas un manque du jeu à combler. Okay, le vide fertile, c'est pas un morceau de l'univers à compléter en cours de partie, c'est pas des règles à inventer. Le vide fertile n'est pas un espace de créativité. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des jeux avec espace de créativité et dans lesquels il n'y a pas aussi du vide fertile. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que le vide fertile n'est pas une proposition du jeu à créer quelque chose. Et enfin, le vide fertile n'est pas quelque chose qui se décrète. C'est une caractéristique de l'ensemble du système. Ça touche à la question de la cohérence du système, pas une règle en particulier. Et je commence à être un peu juste sur mon temps, donc, comme d'hab, on va passer tout de suite à comment on parvient au vide fertile. C'est-à-dire en comment ça nous intéresse en tant que créateur. La première chose du vide fertile, c'est se méfier des motivations externes. Qu'est-ce que j'appelle des motivations externes? Je vais vous donner des exemples, je pense que ça parlera de soi-même. Si le jeu vous dit intégrer des éléments avec des éléments esthétiques dans votre description, raconter une scène de meurtre, raconter un retournement de situation, raconter pourquoi en fait ce personnage est un salaud. Tout ça c'est des règles extérieures, si vous voulez, à la fiction qui vous imposent quelque chose. Si ça ne vous est pas familier, c'est quelque chose qu'on trouve dans un jeu comme Fiasco, par exemple. Dans Fiasco, il y a un moment où, en milieu de partie, il peut y avoir des changements, et puis on peut dire « Ah, ben en fait, un des personnages n'est pas ce qu'il semblait être. » J'ai un souvenir comme ça de partie, mais il y en a d'autres, si vous voulez. Oui, alors donc c'est souvent des motivations externes à créer. C'est-à-dire qu'on dit « Invente tel truc ». Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, c'est le jeu qui impose quelque chose, c'est pas la fiction. C'est-à-dire, c'est pas la fiction qui vous dit, tiens, il faut que tu résolves tel problème, ou c'est pas quelque chose qui vous tire en avant, c'est le jeu qui vous impose quelque chose. Donc, ouais, et alors en termes à nouveau, comment dire, subjectifs, phénoménologiques, c'est l'élément sont souvent étrangers à la fiction. Et on a la sensation que c'est des règles artificielles. Je ne sais pas si ça vous avez souvent fait cet effet-là. C'est quelque chose qui parfois se sent très fort. Par ailleurs, éviter la compensation. La compensation,
au sens où il faudrait inventer, il faudrait se forcer à des comportements pour que le jeu reste intéressant. Des comportements pendant la partie. Donc par exemple, devoir improviser des règles en cours de jeu. Se forcer à certains comportements pour s'assurer que la partie reste intéressante ou cohérente. Ça, c'est un truc aussi que vous connaissez. En tant que meneur de jeu, je décris un événement afin de m'assurer que les scénarios se réalisent, même si ça me semble forcé dans la fiction. Vous voyez, imposer un truc. Là, c'est souvent qu'il y a quelque chose où le système est un peu incomplet ou déficient. Je me rends compte d'ailleurs en le disant que le dernier exemple n'est sans doute pas le meilleur. Soyons clairs, ça ne concerne pas le travail en amont. La création de scénarios, créer l'univers, créer des règles avant la partie, ça n'est pas de la compensation. C'est du travail de... C'est pour ça que je disais que la personne qui crée un scénario est créateur, d'accord, créatrice. Donc, pour vous faire un peu un résumé de tout ce que je vous ai dit, quand vous concevez votre jeu, où sont les boucles fictionnelles de votre jeu, voyez ? À quel endroit la fiction alimente-t-elle la fiction? Est-ce que chaque comportement qui est attendu des participants est justifié dans la fiction à chaque temps de la partie? Est-ce que mon système est complet? Est-ce que je donne tous les outils pour que les participants puissent mener les parties à bien? Durant un test, donc là c'est là que sur le front, si vous voulez, c'est là qu'il faut avoir un côté un peu plus s'intéresser à ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des comportements qui semblent forcés? Est-ce qu'il y a des... donc ça, le forcé, c'est les côtés négatifs. Sur le côté positif, est-ce qu'il y a des dynamiques qui se répètent, qui émergent, qu'on n'avait pas voulu, qui émergent de partie en partie? Soyons clairs, hein, parfois, le vide fertile, c'est un truc qui arrive, on ne l'a pas prévu. Vous voyez, c'est juste ça se fait, d'une certaine manière. Et je terminerai en nuançant un petit peu tout ce que j'ai dit jusque-là. C'est-à-dire que des jeux avec des règles, des motivations externes, de bons jeux avec des règles, avec des motivations externes, ça existe. Des jeux avec un vide fertile, avec une motivation externe, ça existe. Si vous connaissez Prosopopée de Frédéric Sintès, dans Prosopopée, il y a une grosse imposition à créer. Mais bon, c'est dans tout un cadre particulier. Tout ça pour dire que le vrai problème, c'est que s'il y en a, en général, quand il y en a trop, quand ça envahit, c'est un truc auquel il faut... C'est plutôt une mise en garde, si vous voulez, que je donne sur les règles artificielles et la compensation. Voilà donc. Dans Scaramouche, son maître d'armes lui dit si vous serrez trop votre épée, vous l'étouffez. Si vous ne la serrez pas assez, elle s'envole. Voilà, c'est un peu la même chose. Okay, si vous mettez trop de règles pour imposer à vos participants ce que vous voulez, enfin, ça risque de... Vous n'aurez pas de vide fertile. Il y a des gens qui aiment ça. Hein, je veux dire, c'est pas une... Mais en tout cas, le vide fertile risque de crever. S'il n'y en a pas assez, justement, comme on sera tout le temps obligé de prendre du recul, le vide fertile ne se fera pas non plus. Voilà, si j'avais eu plus de temps, je vous aurais parlé du modèle GNS, du Maelstrom, qui sont des théories qui sont très connexes et qui, toutes les deux aussi, s'intéressent aux dynamiques sociales de la partie. Pour sortir un peu du jeu de rôle, je vous invite beaucoup à lire la sociologie stratégique et systémique de Crozier et Friedberg, donc notamment un bouquin qui s'appelle L'acteur et le système, c'est dans le titre, et qui justement est une sociologie qui s'est intéressée et qui, moi, personnellement, m'a permis de comprendre tout ça, m'a permis de comprendre des histoires de dynamique sociale, de groupes, d'organisations, à partir de règles soutenues par des règles. Voilà. Et ça, c'est la page de définition, enfin de référence. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, merci beaucoup. J'avais une question concernant les jeux à partage de narration. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une forme de contradiction entre l'émergence du vide fertile et les jeux qui partagent fortement la narration, sachant qu'il y a des motivations externes à créer, en règle générale, dans les jeux à narration partagée. En vrai, j'aimerais Ok. Alors, Dogs of Vanilla est un jeu à large partage de narration.
dans le sens où les personnages ont une grande liberté. La difficulté, c'est que je ne sais pas exactement ce que tu entends quand tu dis Frédéric Sintès, à nouveau. C'est un peu le fantôme, hein, mais c'est le maître Jedi qui m'a tout appris. Si tu veux, ne parle pas de partage la relation large, il dit que c'est plus ou moins large, c'est un spectre. Ce que justement j'essaye de dire avec cette présentation, c'est qu'il arrive un moment où si tu déstructures trop les structures, les règles habituelles de fonctionnement d'une partie de jeu de rôle, ben, tu ne peux plus avoir ces moments de vide fertile, si tu veux, ces dynamiques sociales émergentes, qui justement, c'est un peu, il faut des règles mais pas trop. Je sais que c'est un peu une réponse un peu ni fille ni raisin, mais c'est ça le cœur de ce que j'essaye de dire là. Dieu sait que le large partage de narration, c'est presque ma marque de fabrique et c'est presque dans mes gènes. Mais voilà, le vide fertile, c'est, je crois, une bonne jauge pour se dire est-ce qu'il y en a trop ou pas assez. À nouveau, s'il y a parmi vous des gens qui adorent des jeux dans lesquels il y a des règles artificielles, des règles très fortes, des jeux comme, je pense à Fiasco par exemple à nouveau, il y a Hell for Leather, le nom de l'auteur m'échappe, enfin, il y en a plein d'autres. C'est tout à fait possible de s'amuser comme ça, c'est juste c'est pas la même chose. Voilà, et peut-être que je ne l'ai pas assez précisé, mais j'ai le sentiment que le vide fertile est quelque chose qui n'est pas encore assez exploité, ou en tout cas on pourrait s'y pencher plus. Le but de cette communication, c'est aussi d'inviter, de dire, tiens, si on allait voir ce que ça peut donner. Après on peut dire, c'est nul et j'en veux pas, mais à un moment on disait toujours, on goûte avant de dire qu'on n'aime pas, quoi. Tout devant. Oui, bonjour Pierre, merci pour la présentation. J'ai peut-être une question, parce que moi, je n'ai pas forcément tout saisi, c'est plutôt par rapport à ce que ce n'est pas. Est-ce que le vide fertile ne peut pas être déjà inclus dans un système qui n'est pas le système de résolution, mais qui est le système finalement de création de l'histoire et de l'univers, ou même simplement dans les scénarios? C'est-à-dire qu'en fait, les scénarios proposent soit de façon aléatoire, soit de façon de suggestion, une partie de cette création et donc permettre d'avoir des joueurs qui vont vers ce genre d'interaction. Oui. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est-à-dire que justement quand je dis que je parle du système au sens forgéen, c'est-à-dire univers plus identité des personnages qui font une situation, cette situation évolue grâce à un système de résolution. C'est de ça dont je parlais. Je pense, alors, je ne suis pas un grand expert des scénarios, donc là je réponds un peu au pifomètre, mais j'ai l'impression qu'un scénario dans lequel il y aurait du vide fertile de façon intéressante, c'est un scénario qui t'emmènerait tout le temps de nouvelles révélations, tu vois, et que cette révélation t'oblige à réagir. À ce moment-là, c'est pas exactement une boucle fictionnelle, mais en tout cas, le meneur de jeu, tu vois, en donnant des éléments, t'invite à réagir avec ton personnage en fiction. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, pas à peu près. Comme mon esprit n'est pas très clair non plus dessus. On pourra en discuter si tu veux après. Merci pour cette présentation. Juste une question, moi aussi pour voir si j'ai compris. La notion de vide fertile, donc, si je comprends bien, en fait, le vide fertile, c'est la conséquence d'un système qui marche bien, qui cadre bien les actions des joueurs dans sans les direction qu'il veut. Sauf qu'en fait, le vide fertile, si je comprends bien, c'est un peu le moment où on oublie que c'est les règles qui nous amènent à agir comme ça et à penser comme ça, et où on peut s'immerger confortablement dans la fiction. Oui. C'est un peu pas ça? Alors, comme tu dis, j'ai l'impression que ça fait de la manipulation, tu vois, des gens. C'est pas non plus ce que je veux dire, attention. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas entièrement qu'on est en train de... Tu n'es pas un vide manipulateur. J'espère pas. C'est plutôt une manière de dire, il y a les moments de dynamique sociale émergente qui résultent d'un vide fertile, c'est effectivement, oui, c'est le moment où tu prends de la distance et si tu veux, tu peux dire que tu oublies les règles. Mais en réalité, elles sont toujours là pour soutenir, et les règles au sens le plus large possible. L'univers, c'est des règles.
Donc pour soutenir ce que tu es en train de faire. D'accord. Bon, moi, du coup, je reprends un peu ce que tu disais juste avant. Je n'avais pas prévu forcément que ça parte là-dessus. En fait, dernièrement, le jeu de rôle s'est quand même un petit peu positionné contre un petit peu le dirigisme et surtout l'illusionnisme, finalement, l'idée que les joueurs, fallait pas leur donner de fausses libertés, leur faire croire qu'ils étaient libres, alors qu'en fait, c'était complètement manipulé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, effectivement, du coup, on revient sur le thème de la manipulation. Est-ce que c'est pas une nouvelle forme de manipulation, cette fois non plus issue du meneur de jeu, mais peut-être quelque part issue de l'auteur du système, quoi? Ben, non, justement pas. Enfin, ce que j'essaie de montrer, c'est que justement, ce qui est intéressant dans ce genre de dynamique, c'est que, ça c'est un truc dont je parle d'expérience, c'est que tu sais toujours de quoi ça cause, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est que parfois tu te surprends toi-même. C'est ça ce qui est, si tu veux, ça t'amène à te dépasser d'une certaine manière comme joueur. Je pense à un jeu comme Prosopopée, qui est un jeu qui a une connotation zen, écolo très forte, et parfois on crée des situations, des éléments, des objets, des lieux qui sont terriblement beaux, et on se dit mais d'où ça sort, quoi. Vous voyez, on est en train de créer quelque chose qui nous échappe complètement. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai une petite question, c'est à nouveau pour essayer de clarifier un petit peu le problème. Tout ce que tu as présenté, moi ça m'a fait penser à l'article d'Eric sur le positionnement. Et donc le positionnement, c'est quelles sont les sortes d'interactions liées au sein de la fiction, des interactions fiction. Le positionnement, c'est pour un participant, Ouais. à l'ensemble, autant tenter l'ensemble des choix qui sont. C'est ça. Est-ce qu'il prend sa décision vis-à-vis d'un point de règle, vis-à-vis d'un élément de fiction? Est-ce que sa décision, elle part des règles pour aller vers des règles ou des règles vers la fiction? Et ton vide fertile vient d'arriver à systématiquement avoir une boucle qui ramène de la fiction à la fiction, Ouais. en passant éventuellement par les règles ou non? En passant souvent par les règles. Souvent par les règles. C'est-à-dire que, à nouveau, il faut s'entendre sur ce que c'est qu'une règle. Tu vois. En réalité, tu t'es jamais sorti de règles au sens large. Il y a toujours des règles au sens large. Parce que on se met d'accord sur un univers, on se met d'accord sur un type de personnage, sur les rôles autour de la table. Tu vois. En gros, tout le fond du vide fertile, c'est que les joueurs explorent de par eux-mêmes parce que le jeu les motive, les règles les motivent, la problématique du scénario les motive, et que c'est pas pour faire plaisir au MJ, parce que le MJ leur demande, parce qu'ils attendent, ils se disent, les autres joueurs attendent de moi que je fasse ça, et donc c'est en fait créer une sorte d'émulation par la thématique, par le scénario, par Merci, la Adrien. récompense. C'est exactement ça. Ouais. Merci beaucoup. J'aurais pas mieux formulé, ouais, c'est ça. J'aurais continué dans la tentative de clarification. Je voulais avoir ton regard là-dessus. Ma compréhension en fait, du vide fertile et de ce qui se passe dans Dog and the c'est qu'en fait ce jeu est une machine à avoir des dilemmes moraux. Oui. Or, cette machine à avoir des dilemmes moraux n'a pas de système de résolution de dilemmes moraux. C'est-à-dire qu'il n'a pas la caractéristique j'ai mon dilemme, je jette mon dé en dessous de mon dilemme ou plus au-dessus de mon dilemme. N'a pas ce genre de choses, alors que le jeu ne parle que de ça. Ouais. Et en fait, moi, ce qui me semble, ce que je crois avoir compris du vide fertile, c'est qu'en fait, c'est qu'on a mis en place tout ce qu'il y avait autour pour que ce soit les actes des gens, les comportements des gens autour de la table qui soient le véritable sujet. Et tous les règles, c'est-à-dire les incitations fictionnelles et le système de résolution, le système de jeu, sont là pour les cerner. Il n'y a pas de. Tu as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il y a, dans le Dogs, il n'y a pas de jauge de morale. À aucun moment on dit j'ai 3 en morale, j'ai 5 en morale. Mais pourtant, on ne parle que de ça. C'est Émilie Kerbos, qui donc est l'autrice de Breaking the Ice, qui est un jeu magnifique pour jouer des histoires d'amour. Il n'y a pas de jauge de séduction dans Breaking the Ice. Pourtant, on ne parle que de ça, mais sans cesse en train de se tourner autour, de dire mais il n'y a pas de jauge d'amour. Il me semble qu'il y a 2 jauges un peu similaires. Il y a 2 jauges qui sont autour, ouais, sur à quel point on est attiré par l'un par l'autre et à quel point on se fait confiance. Mais c'est pas la même chose. Donc, mais oui. Je voulais aussi rajouter un autre truc. Est-ce que c'est de la manipulation?
ou est-ce que c'est l'influence? Être manipulé, c'est mal. Hein. Être influencé, c'est bien. Moi, j'aime bien être influencé pour essayer des nouvelles choses. Quelque part, la différence entre les deux, c'est qu'en fait, quelqu'un qui t'influence, il te manipule, mais il te le dit. Ouais, un peu comme la différence entre illusionnisme et participationnisme. Mais oui, pour revenir là-dessus, ce qu'il y a, c'est que, pardon, juste pour terminer sur cette, ce qu'il y a, c'est que de toute manière, les règles, si vous voulez, c'est pas de la manipulation, c'est un encadrement. De toute façon, on a besoin d'un cadre pour que la partie existe. Si je vous dis là maintenant, on fait une partie de jeu de rôle, il y a quelqu'un qui va me dire, moi je joue un espion, un autre un elfe, et puis, je sais pas, le troisième, un investigateur du mythe. On est obligé de se mettre d'accord sur des cadres. Si ces cadres sont bien faits, en plus, ils peuvent nous amener à nous dépasser nous-mêmes. Très bien, merci, parce que tu viens d'offrir un nouveau dragon avec lequel courir et chasser pendant des années. Il y a une chose moi, qui me dérange très très fort dans tous les jeux de Rick Fantasy, c'est que quand on y joue, 99% des gens avec lesquels j'ai eu l'occasion de jouer jouent des trous du cul du XXe siècle propulsés dans un monde de Rick Fantasy, et pas du tout des gens qui essaient de jouer avec les codes d'un univers de fantasy, quel qu'il soit d'ailleurs, parce qu'ils sont très très rarement décrits. Et donc là, ça me fait réaliser à quel point le vide fertile dans les jeux de Rick Fantasy n'est plus un vide, mais carrément un trou noir, quoi. Et sur lequel il y aurait, à mon avis, besoin de travailler pour que les joueurs qui jouent dans des jeux de Rick Fantasy arrêtent de jouer des trous du cul du XXe siècle propulsés dans des univers de fantasy, mais jouent des gens d'un univers de fantasy. D'accord. Après, c'est un peu provocateur, c'est fait exprès. Hein. Après comment dire, avec le vide fertile, tu peux amener différents thèmes. Si oui, effectivement, tu as envie de jouer des gens typiques des univers de Medfan, mais bon, on n'a jamais visité l'univers de Medfan, c'est difficile à dire. Oui, c'est faisable de pointer, en tout cas d'amener des enjeux de réalisme, si tu veux. C'est juste pour se défendre sur la manipulation. Pas longtemps. Ah bah c'était la toute dernière en fait. Non mais là on peut plus là, parce que sinon on va prendre du retard. On peut un peu. Allez, la toute dernière. Finalement, si le cadre est connu et que les gens acceptent de jouer à ce genre de jeu, par exemple la Bugs, ils sont au courant du plot où on joue, ils savent qu'ils vont jouer une espèce de police religieuse. Donc c'est pas tant de la manipulation que peut-être les pousser à jouer des dilemmes, parce que c'est un peu le propos du jeu. Ouais. Mais... Ce serait de la manipulation d'intégrer ça à Pathfinder ou d'autres par exemple. Oui, il n'y a pas de mensonge. Voilà. Moi, je suis désolée, mais on va être obligé de s'arrêter là et vous allez pouvoir continuer à discuter autant. Donc merci.